Bonjour et bienvenue à ce tutoriel d'introduction au remplissage du modèle de plan d'affaires. Dans le cadre de l'exercice de la clause de sauvegarde liée à la révision tarifaire des contrats photovoltaïques S6-S10. Ce tutoriel s'adresse aux producteurs ayant activé la clause de sauvegarde suite à la dite révision tarifaire et à leurs représentants. Ce tutoriel vise à donner à chaque producteur un bon niveau de compréhension initiale sur le remplissage attendu du modèle de plan d'affaires, lequel est un élément clé du dossier d'instruction de la clause de sauvegarde. Le présent tutoriel sera suivi d'un webinaire en janvier 2022, ouvert à tous les représentants des producteurs concernés. Il est à noter également que le modèle de plan d'affaires est accompagné d'une notice de remplissage disponible sur la plateforme mise en place par la CRE. Enfin, les équipes dédiées de la CRE sont d'ores et déjà mobilisées pour accompagner les producteurs dans l'exercice de la clause de sauvegarde et seront disponibles pour appuyer chacun dans le remplissage du modèle. Le présent tutoriel débute par quelques mots d'introduction suivis de quelques slides présentant les points clés, avant de dérouler un exemple de remplissage du modèle. Tout d'abord, quelques rappels introductifs. La révision tarifaire de certains contrats photovoltaïques historiques sur de grandes installations bénéficiant d'une rentabilité jugée excessive a été adoptée par la loi de finances pour 2021, dont les textes d'application sur ce point ont été publiés le 27 octobre 2021. Le ministère de la Transition écologique a notifié les nouveaux tarifs, qui sont entrés en vigueur le 1er décembre, aux producteurs des 400 installations concernées. La Commission de régulation de l'énergie, CRE, est chargée par la loi de l'instruction du dispositif dit de clause de sauvegarde, permettant de proposer une adaptation du niveau de tarif ou de la date de prise d'effet de la réduction tarifaire, et le cas échéant de la durée du contrat d'achat, dans les cas où la révision tarifaire compromettrait la viabilité économique du producteur. À cet effet, la CRE a mis en ligne le 26 novembre la plateforme Recost sur laquelle les producteurs peuvent faire leur demande d'activation de la clause de sauvegarde. La vérification d'identité permettant une validation de l'activation de la clause de sauvegarde et une suspension temporaire de l'application du nouveau tarif est actuellement en cours pour les producteurs qui en ont fait la demande. La suite de l'instruction du dossier comportera plusieurs étapes de remplissage et de validation du modèle de plan d'affaires, objet du présent tutoriel. Les quelques points clés qu'il est nécessaire peut-être de clarifier avant d'entrer dans le détail du remplissage du modèle. Alors, le premier point, c'est que le périmètre du modèle, c'est celui du producteur. Le producteur, c'est la personne morale ou physique titulaire du contrat d'achat d'énergie. Ce qui veut dire que si le producteur a d'autres activités, celles-ci seront prises en compte via des onglets dédiés du modèle qui seront générés le cas échéant. Ceci afin d'avoir une vision non seulement de l'équilibre économique de l'activité de production photovoltaïque, mais également de l'équilibre économique du producteur dans son ensemble. Il faut donc remplir un modèle par producteur, lequel exploite une ou plusieurs centrales révisées. Enfin, si une centrale est détenue par une SPV qui est titulaire du contrat d'achat, seule la SPV est modélisée dans les onglets prédéfinis du présent fichier, puisque à ce moment-là, la SPV est considérée comme étant le producteur. Ce qui veut dire que si ce producteur est en fait détenu dans le cadre d'une structure de holding, au singulier ou au pluriel, dans le cadre d'un groupe de photovoltaïque, les flux financiers amont qui ne dépendent pas directement du périmètre du producteur, par exemple s'il y a des holdings de financement, ils devront être modélisés de manière ad hoc par le producteur, en dehors, stricto sensu, des onglets qui sont déjà prédéfinis ici dans le modèle. C'est un modèle qui est applicable à tous les cas de figure, mais qui n'est pas exhaustif sur les enjeux d'équilibre financier, puisque, comme on l'a vu, il peut y avoir des enjeux qui dépassent le cadre de la modélisation qui est proposée ici. Dans ce cas-là, on demande une modélisation complémentaire, sachant que dans tous les cas de figure, le fait d'avoir cette modélisation centrale par centrale au niveau du producteur est un élément important pour l'appréciation de la viabilité économique et des mesures de redressement qui vont pouvoir être proposées par le producteur. Donc, dernier rappel, ce modèle donc est une des pierres angulaires de la discussion sur la viabilité économique du producteur, ce qui veut dire que le modèle fera l'objet d'un certain nombre d'itérations entre le producteur et ses représentants et la CRE, et formera
une des bases du diagnostic qui sera fait et de la solution qui sera proposée afin de garantir la viabilité économique du producteur et de ses détenteurs. Le modèle est un support qui permet au producteur de renseigner son historique et ses projections pour chacune de ses activités. Donc, le modèle s'ouvre par un onglet Accueil qui permet de préciser la nature, la temporalité des activités du producteur, avec un bloc d'onglets pour chaque centrale impactée par la révision tarifaire. Et puis, dans le cas où le producteur aurait d'autres activités que la production PV impactée par la révision tarifaire, le modèle générera des onglets dédiés aux autres activités, par exemple l'exploitation d'autres centrales non impactées, la détention d'autres producteurs ou encore d'autres activités industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales. Toutes les informations qui seront fournies par le producteur, tant pour l'historique que pour le futur, seront ensuite agrégées selon 3 périmètres d'analyse et présentées dans un onglet de sortie agrégation auquel le producteur aura accès. Ce fichier n'est pas en soi un outil de projection, contrairement à un modèle financier classique. Ce n'est pas non plus un outil de répartition des charges entre activités. Ce qui veut dire que le producteur a, ou son représentant évidemment, a un travail amont à faire avant le remplissage du modèle, qui consiste à projeter les hypothèses qui vont être remplies dans le modèle, y compris pour le futur, et aussi à faire un travail d'analyse de répartition, par exemple des financements ou des différentes charges qui peuvent peser sur ces activités, entre les différentes activités. Dans le cas, par exemple, où au niveau du producteur, il y aurait la détention de plusieurs centrales, ou dans le cas où, au niveau du producteur, on aurait à la fois des activités de production PV et d'autres activités. Le modèle calcule et affiche ensuite des indicateurs de viabilité économique à l'échelle de chaque centrale impactée et de chacune des autres activités, et puis enfin, comme je vous le disais, de manière agrégée sur différents périmètres, donc soit l'ensemble des centrales impactées, soit l'ensemble des activités de production PV, ou encore l'ensemble des activités du producteur, y compris hors électricité, le cas échéant. Enfin, un dernier point introductif, avant d'enchaîner sur le détail du remplissage, c'est la question du séquençage des versions. Le modèle doit être rempli pour 3 versions successives dans le même fichier. Oui, donc la première version du modèle, c'est la version sans révision tarifaire, donc qui donne une idée de la situation qui aurait prévalu sans révision. La deuxième version, c'est une version avec révision tarifaire, donc avec les nouveaux tarifs résultant de l'application des textes, mais sans les mesures de redressement. Donc on prend en compte la réduction du revenu, la réduction des charges qui sont directement proportionnelles au revenu, mais rien de plus. C'est une situation en quelque sorte de départ également pour l'analyse. Et puis, donc dans les troisièmes versions du plan d'affaires, on va prendre en compte les mesures de redressement. Alors, que sont les mesures de redressement et de soutien? Ce sont des mesures qui ont été prévues par la loi, qui doivent être mises en place par le producteur et ses détenteurs directs ou indirects pour garantir donc la viabilité économique du producteur. Si on regarde ce que prévoit la loi, elle prévoit que la CRE peut prononcer un nouveau tarif sous réserve que le producteur ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition. Donc ça fait partie des prescriptions de la loi. Les dites mesures de redressement et de soutien ont été précisées, mais de manière non exhaustive par le décret. Et donc, un des enjeux, ça va être évidemment pour le producteur et ses détenteurs de matérialiser cette disposition afin de pouvoir avoir accès à un tarif réévalué. Une précision par rapport à ça, dans la mesure également où la CRE est en mesure de proposer d'autres mesures que stricto sensu le relèvement du tarif,
Elle peut par exemple proposer de décaler la date d'entrée en vigueur du tarif révisé, ou elle peut proposer d'étendre la durée du contrat, par exemple. Il va y avoir potentiellement un certain nombre de scénarios à regarder entre la Creux et les représentants du producteur euh, pour identifier le scénario finalement qui va être retenu et sur lequel on va travailler pour arriver à la solution finale. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir, envisager différentes configurations de redressement du tarif, d'extension du contrat, etc. Et face à ça, différentes mesures de redressement et de soutien qui pourront y être associées. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on pourra être amené à travailler entre la Creux et les représentants du producteur sur plusieurs troisième versions du plan d'affaires. Pour synthétiser un peu en lien avec le cycle d'instruction du dossier tel qu'il a pu être présenté par ailleurs, le remplissage des différentes versions du modèle peut s'articuler comme suit. Donc actuellement, comme je l'ai dit précédemment, on est dans la phase de vérification d'identité pour activer la clause de sauvegarde. Il n'y a pas de modèle de plan d'affaires à remettre. Ensuite, il y aura une deuxième phase d'instruction des dossiers qui a été appelée par les lignes directrices de la Creux, la phase de complétude du dossier, où il faudra soumettre la version 1, donc business as usual, et la version 2, révision tarifaire, mais sans mesure de redressement. Donc il faudra les valider et les soumettre dans le cadre de cette étape, laquelle étape pourra prendre au maximum 8 mois, l'idée étant évidemment de la raccourcir autant que possible. Et puis enfin, dans l'étape finale d'instruction du dossier, il y aura des itérations sur la ou les versions 3 du modèle entre les équipes du producteur et celles de la Creux, avec des documents supplémentaires à l'appui, le cas échéant, en vue d'arriver à la validation d'un scénario qui permette de faire une recommandation, évidemment, de la part de la Creux auprès du ministère, sachant que la décision finale d'ajustement de la révision tarifaire est prise en conformité avec les textes par le ministère. Donc quand vous êtes sur l'interface d'accueil de la plateforme Recost, vous pouvez, pour accéder au modèle de plan d'affaires et à sa notice, cliquer sur Mes déclarations. Une fois que ça s'affiche, vous cliquez sur Complétude du dossier pour l'installation en question. Vous descendez jusqu'à la fenêtre dédiée à la complétude du dossier, et là, vous voyez que vous pouvez télécharger le plan d'affaires type, et ensuite, vous pourrez télécharger dès que le téléchargement du plan d'affaires est fini, vous pourrez télécharger également la notice de remplissage. Je vous propose de passer sans transition à la présentation du modèle lui-même. Donc, quand vous l'ouvrirez, vous aurez accès tout d'abord à ce seul onglet Accueil qui vous permettra de remplir la description des activités du producteur et qui donc permettra ensuite de générer les onglets qui permettront de représenter avec des données les différentes activités en question. La première rubrique s'adresse aux centrales exploitées par le producteur, en particulier évidemment les centrales S6, S10. Donc ça permet de caler le séquençage ensuite des informations qui seront à fournir pour la suite de l'exercice de modélisation. Par exemple, si on part sur un exemple relativement standard, on pourrait supposer un investissement donc en 2010, avec un début des ventes en 2010 avec un début d'investissement en 2008, et donc une fin de contrat en 2030. Et imaginons une fin de service de la dette en 2028. On demande les deux informations, puisque si jamais on se trouvait dans un cas qui se produit à présent, mais qui se produisait moins à l'époque, où le service de la dette va au-delà de la fin du contrat, à ce moment-là, le modèle irait jusqu'à la fin du service de la dette, plutôt, la dernière des deux dates, quoi. Donc ensuite, le nombre d'installations révisées exploitées par le producteur. Mettons 1 pour l'exemple. Nombre d'installations non révisées, on peut supposer qu'il y en a 2 pour l'exemple, puisque ça permet de se poser les questions suivantes. Est-ce qu'on souhaite fournir des données agrégées, donc c'est-à-dire
les données correspondant à l'activité de l'ensemble des centrales non révisées dans un seul binôme d'onglets, ou est-ce qu'on souhaite fournir un binôme d'onglets par centrale de la même manière qu'on le fait pour les centrales révisées? C'est au choix de l'utilisateur. Le plus simple est sans doute de remplir de manière détaillée, c'est-à-dire un binôme d'onglets par centrale. Après, si vous avez déjà l'info de manière agrégée, vous pouvez choisir agrégé, ça permet d'aller plus vite si vous avez déjà l'info par ailleurs. Les centrales non révisées sont-elles susceptibles d'être impactées par les mesures de redressement? Ce sera le cas, par exemple, s'il y a une restructuration de la dette qui concerne à la fois des centrales révisées et non révisées. Pour l'exemple, je peux mettre oui, ça permettra de générer ensuite tous les onglets pertinents pour les versions 2 et 3 du modèle, alors que si on veut par exemple que les centrales non révisées ne sont pas susceptibles d'être impactées par les mesures de redressement, la version 3 du modèle, par exemple, ira chercher directement les informations qu'on a soumises pour ces centrales-là dans le cadre de la version 1, puisque les onglets relatifs aux centrales non révisées seront supposés identiques. Actionnariat éventuel du producteur dans d'autres producteurs. Donc là, c'est important de bien faire la part des choses. On est sur un exercice où on a un producteur, donc une société, une personne morale ou physique titulaire d'un contrat d'achat d'énergie, qui est par ailleurs actionnaire d'un autre producteur. C'est pas un cas qui peut se produire très fréquemment, mais qui est assez spécifique, donc on a prévu de pouvoir autoriser sa modélisation. Là, si on veut, pour l'illustration, générer tous les onglets possibles, on va mettre oui à chaque fois. Donc, il détient des producteurs. Certains de ces producteurs seront même impactés par la révision tarifaire, et donc l'activité est susceptible d'être impactée par les mesures de redressement. Les autres activités, donc ça peut être tout type d'activité industrielle, commerciale, agricole, qui peut avoir ou non un lien direct avec la production photovoltaïque, par exemple si le producteur a des contrats de prestations en faveur d'autres producteurs. Donc là, par exemple, pour l'exemple, on peut cocher oui partout aussi, ça permettra de générer tous les onglets possibles. Le producteur a-t-il changé d'actionnaire avec changement de contrôle après 2008? Pourquoi 2008? Parce que c'est l'année de début de modélisation qu'on a indiqué ici. Donc par exemple, si on met oui, ce qui va se produire assez fréquemment, puisque si une SPV qui a conservé son contrat d'achat a changé de main, on sera dans ce cas de figure. Donc année d'acquisition, on peut mettre par exemple 2012. Coût de l'acquisition, on peut mettre, ça c'est des montants juste pour l'exemple, 1000 €, 1 million, 100 € de frais de transaction. Pourcentage des fonds propres acquis par l'actionnaire majoritaire au moment du changement de contrôle, mettons 51%. Et voilà. Donc là, on a une petite rubrique qui va nous servir à valoriser une partie des flux actionnaires, et donc ça impactera le TRI tel qu'il est modélisé dans le modèle. Et puis enfin, une information donc, qui nous permet de vérifier la cohérence avec les documents qui seront fournis à l'appui du remplissage du plan d'affaires, la date de clôture de l'exercice comptable. Donc là, 31/12, c'est lequel qu'on aura le plus fréquemment. Vous pouvez activer la première macro, qui est donc la macro qui va permettre de générer les onglets qui sont pertinents pour les activités du producteur telles que vous les avez renseignées juste avant dans cet onglet. Une fois que vous aurez rempli intégralement la version 1 du modèle en remplissant les onglets correspondants, vous pourrez cliquer sur la deuxième macro qui vous permettra de générer une copie de ces premiers onglets que vous pourrez ajuster à la marge pour refléter la version 2 du modèle. Et puis, de la même manière, une fois que vous aurez rempli la version 2, vous pourrez cliquer sur la troisième macro qui vous générera une copie pour les onglets pertinents de la deuxième version que vous pourrez à nouveau modifier à la marge, enfin plus ou moins à la marge, pour arriver à la version 3, qui est la version incluant les mesures de redressement. Donc là, par exemple, on va cliquer sur la première macro qui va générer le modèle dès que on aura activé la macro. Voilà. Donc, la macro tourne.
Et voilà, les onglets sont apparus. Donc, comme je vous le disais, hein, donc un onglet agrégation d'abord qu'on regardera un peu plus tard une fois qu'on aura rempli le fichier. Là, pour l'instant, il est plein de zéros. Et puis, donc une série d'onglets correspondant aux différentes activités. On va commencer par parcourir rapidement l'onglet Données centrales révisées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un onglet pour chaque centrale révisée. Donc avec différentes rubriques. On ne va pas parcourir l'intégralité des lignes, évidemment. L'idée, c'est d'insister sur quelques points de compréhension plus spécifiques. Le premier, ce sera la question du rachat de l'installation avec changement de producteur. Donc là, une précision, il y a entre guillemets 2 cas possibles de rachat de l'installation. Le rachat de la SPV qui va concerner la quasi-totalité des cas, et puis évidemment le modèle permet aussi de prendre en compte le rachat de l'actif par le producteur. Donc ça peut être un rachat de SPV suivi d'une transmission universelle de patrimoine ou d'une autre forme de transmission de patrimoine, ou directement le rachat de l'actif. À ce moment-là, on a un changement de producteur, puisque l'entité qui est producteur potentiellement peut changer avec un avenant au contrat. Et donc à ce moment-là, on a donc cette rubrique-là à remplir. Il faut distinguer ce cas-là du cas le plus classique qu'on va trouver, où un nouvel actionnaire a racheté la SPV, ou un nouvel actionnaire est entré à titre majoritaire dans la SPV. À ce moment-là, ça ne concerne pas cette rubrique-là, puisque comme on l'a dit, la modélisation s'adresse au périmètre du producteur, le producteur étant le titulaire du contrat d'achat, donc généralement la SPV elle-même. Ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, la chronologie du remplissage, elle va depuis le début des investissements par la SPV jusqu'à la fin du contrat d'achat d'énergie. Si vous êtes actionnaire donc d'une SPV que vous avez rachetée, il faut évidemment reconstituer les flux tels qu'ils existaient avant votre acquisition dans la SPV. Et puis par contre, si vous fournissez donc une modélisation complémentaire pour prendre en compte les flux de financement jusqu'à l'échelle du groupe, à ce moment-là, pour cette deuxième partie de l'exercice, évidemment, on ne s'intéressera que aux flux qui ont été encourus depuis votre acquisition. Donc voilà pour la petite précision. Le tableau emploi-ressources qui figure ensuite, ça correspond aux caractéristiques de l'investissement initial. Pour nous, c'est une manière de mieux connaître l'actif qui est derrière le business plan. Donc voilà, une fois de plus, il ne s'agit pas ici de renseigner les flux d'investissement tels que vous avez pu les encourir pour racheter une installation ou une SPV, mais bien de décrire en fait l'investissement tel qu'il a été comptabilisé au moment de l'investissement initial. La question de la dette maintenant. Alors vous avez un tableau avec une liste assez classique d'informations à fournir pour chaque type de dette. Peut-être quelques précisions là aussi. Dans le cas où vous avez une succession de dettes, alors au sein de la SPV, une fois de plus, si vous avez des dettes au sein de holdings de financement ou d'autres structures de financement, ça va remonter à la holding sous forme de flux actionnaire depuis la SPV. À ce moment-là, c'est ce flux-là qui apparaîtra ici. Et par contre, les flux de dette au niveau de la holding seront modélisés par ailleurs, comme je le disais. Donc, pour les dettes qui concernent directement la SPV, qui sont détenues par la SPV, qui peuvent être des dettes aussi vis-à-vis des holdings de financement, ça peut arriver. Vous les comptabilisez donc ici, avec une série d'informations classiques et une série d'informations un peu plus spécifiques qui permettra de bien comprendre le cadre de travail qui correspond aux exigences associées aux conventions de financement, donc qui ne sont pas directement liées au calcul de la dette, mais qui peuvent avoir des impacts sur les exigences que peuvent avoir les prêteurs par rapport aux ratios finaux du modèle financier. Donc voilà, une autre précision
Dans le cas où vous avez une dette qui a été restructurée ou qui a été refinancée, ou dans le cas où vous avez une dette qui a été swappée partiellement, ou si elle a été swappée seulement après une certaine durée initiale, à ce moment-là, quand les caractéristiques de la dette changent, dans le tableau, on suppose que la dette est remboursée, que le principal est remboursé et qu'une nouvelle dette est émise, ce qui nous permettra d'avoir les caractéristiques de l'historique du service de la dette et de le réconcilier évidemment avec ce qu'on va constater par ailleurs dans le fichier de plan d'affaires. Les calculs qui sont... alors évidemment, il faut remplir aussi l'encours restendu comme indiqué par le tableau. Le modèle fait ensuite un certain nombre de calculs par rapport au service de la dette. C'est des calculs qui sont, comment dire, pour indication seulement. Vous voyez qu'il y a quelques vérifications qui se font avec des petits drapeaux qui permettent de vérifier la cohérence du tableau d'amortissement qui est là avec les calculs qui sont en dessous. Bon, en fonction des caractéristiques de la dette, si elle a été sculptée, par exemple, les montants qui vont apparaître en dessous là, ne seront pas nécessairement parfaitement en ligne avec les montants qui sont réellement à verser chaque année par le producteur. C'est pas grave. Ici, on est vraiment sur un calcul indicatif. Ce qui est important, c'est de remplir les données effectives dans les flux de trésorerie de l'onglet suivant, l'onglet de plan d'affaires. Donc pour la suite de la démonstration, je vous propose de basculer sur un modèle pré-rempli pour illustration, qui démarre évidemment par un premier bloc sur la vente d'électricité. Donc là, on va pas rentrer dans le détail. Peut-être une petite précision, c'est qu'il y a 3 lignes à chaque fois correspondant à l'énergie vendue et 3 lignes correspondant au tarif, voire même 4. Donc il y a une ligne avant application de l'indexation annuelle pour le tarif historique, une ligne après application de l'indexation annuelle pour le tarif historique, une ligne évidemment après révision du tarif, et enfin une 4e ligne qui est énergie vendue à un autre tarif. Par exemple, si dans les premières années, pour une raison ou une autre, le plafond du tarif contractuel a été dépassé et qu'on a basculé sur le tarif par défaut. Alors ensuite, on bascule sur le compte de résultat. Bon, c'est la structure assez classique. On a pré-rempli quelques items de produits d'exploitation. Si vous souhaitez en ajouter d'autres, n'hésitez pas à remplir ici et à remplir les lignes correspondantes. Un petit aparté, du coup, tout ce qui est en bleu est modifiable et à remplir par l'utilisateur ou à modifier par l'utilisateur. Tout ce qui est en blanc ou en vert ne l'est pas. Donc j'en profite pour signaler aussi la colonne A qui est la colonne des commentaires éventuels. Dans cette colonne, vous pouvez remplir tout type de questions ou de commentaires que vous avez par rapport à votre remplissage. Si vous avez une incertitude par rapport à la signification d'une ligne ou si vous voulez préciser un élément plus spécifique. Alors, donc on a les produits, après on a les charges évidemment, et là on va sans doute toucher aussi un sujet qui correspond bien à ces lignes-là. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le découpage, il se fait par activité. Ce qui veut dire que bon, voilà, vous avez un producteur qui potentiellement a plusieurs activités, et donc il y a un certain nombre de charges qui sont évidemment des charges de structure et qui sont communes à plusieurs activités. Alors ça peut aussi aller même jusqu'à des charges d'exploitation communes à plusieurs activités, s'il y a un contrat d'OEM qui couvre plusieurs centrales par exemple. Toutes ces charges, il va falloir les répartir entre les activités, en l'occurrence entre les centrales, et puis s'il y avait d'autres activités, avec les autres activités aussi. L'idée, c'est vraiment de répartir au prorata des coûts qui sont encourus par chaque activité. Dans la mesure où vous auriez des incertitudes ou pas de répartition prédéfinie de ces coûts, vous pouvez les répartir pour ce qui concerne les charges d'OEM au prorata de la capacité installée des centrales et pour ce qui concerne les autres charges au prorata des chiffres d'affaires associés aux différentes activités. Mais le principe de base, c'est vraiment celui d'affecter les charges
à chaque activité. Après, on sait bien que vous n'avez pas forcément une comptabilité analytique qui suit le découpage qui a été fait ici. Voilà, il y aura une part de travail de retraitement à faire aussi pour les charges. Ça peut être vrai pour certains produits aussi. C'est vrai pour les dettes également, puisque les dettes peuvent financer plusieurs installations, voire plusieurs activités. Et à ce moment-là, la logique qui prédomine, c'est évidemment de répartir les dettes en fonction de ce qu'elles ont financé. Et pareil, si vous avez s'il y a un doute important sur cette répartition, soit il y a des précisions dans les conventions de financement, alors à ce moment-là, il convient évidemment de les suivre, soit ça peut être aussi au prorata des CAPEX initiaux si ça a financé du Greenfield, ou de la valorisation de chaque actif si ça a financé du Brownfield. Donc voilà. Une autre précision. On déroule vers le tableau de flux de trésorerie. Une autre précision, dans le tableau de flux de trésorerie, comme je vous l'ai dit, le producteur est responsable du remplissage, y compris sur le futur. Le modèle ne projette pas lui-même d'état financier futur. C'est vraiment à l'utilisateur de remplir pour chaque année future. Ça veut dire que l'utilisateur a aussi un certain nombre de responsabilités pour permettre de valoriser correctement la centrale, notamment le fait de mettre les comptes de réserve à zéro quand on arrive à la fin de période du contrat, sauf si évidemment on a prévu d'indiquer dans le modèle une poursuite des activités. Alors, ensuite, après le flux de trésorerie, on a une section éléments de diagnostic. Alors, bon, assez classique, hein, quelques indicateurs, entre guillemets, indicateurs de performance par rapport aux mégawattheures vendus. Quelques services de gearing, project life coverage ratio, ce genre de choses. Et puis, indicateur de rentabilité actionnaire, vous pouvez aussi compléter en indiquant des flux actionnaires liés à la centrale en question, mais qui n'auraient pas été pris en compte dans ce que vous avez indiqué pour l'acquisition, ou les flux d'injection de fonds propres et de CCA, et évidemment partie de fonds propres et de CCA. Là, s'il y a d'autres mécanismes, vous pouvez indiquer d'autres flux actionnaires. Donc, ensuite, on arrive à une série de petits graphes assez classiques. Alors bon, évidemment, là, ils correspondent à un cas fictif où la trésorerie s'envole progressivement. Donc, ce qui, évidemment, ce ne sera pas forcément le cas dans les cas réels qu'on va observer. Alors, les onglets relatifs aux centrales non révisées, ils fonctionnent de la même manière. Une petite précision par rapport à ça, vous aurez autant de binômes d'onglets dans la version 1 que de centrales révisées. Et comme je vous l'ai dit, c'est à vous de choisir si vous voulez, pour les centrales non révisées, avoir juste un binôme d'onglets où il faut prendre en compte toutes les centrales, ou un binôme d'onglets par centrale. Donc la structure est sensiblement la même, il y a quelques petites spécificités, c'est pas forcément utile et indispensable de rentrer dedans maintenant, vous verrez dans la notice et dans le modèle les spécificités. Je vais peut-être rapidement basculer sur l'onglet détention d'autres producteurs. Alors, la structure de remplissage est assez différente de ce que vous avez pu voir sur les onglets notamment plan d'affaires central révisé. Alors tout d'abord, il y a un petit tableau en haut où vous identifiez les producteurs dont le producteur modélisé ici pourrait être lui-même actionnaire. Dans le cas échéant, hein, peut-être que ça se produira en nombre très limité de cas, mais bon, il faut pouvoir le prévoir. Donc évidemment, le fait de les identifier, ça nous permettra, nous, de faire le lien entre les modèles. Et donc ensuite, vous pouvez lister les producteurs détenus ici, et ensuite remplir le tableau producteur détenu par producteur détenu.
Donc il s'agit d'un producteur détenu par le producteur à modéliser ici, hein, je le précise bien, ce qui se reflète dans la manière dont la chose est structurée ici, avec un parallélisme limité entre les activités d'investissement, qui sont des activités par le producteur modélisé ici en tant qu'investisseur actionnaire d'autres producteurs, et puis les activités de financement, évidemment, où c'est le producteur qu'on modélise ici qui va lui-même recevoir des flux de financement. Donc, il faut faire bien attention aux signes des flux et à la manière dont on remplit ça. On a précisé ici le fait que voilà, ça fait partie dans le modèle des activités qui peuvent être évidemment qui peuvent avoir démarré avant la période d'agrégation et pour laquelle du coup en première colonne on peut être amené à reconstituer des valeurs d'apport. Donc ça c'est important aussi. C'est vrai pour les centrales non révisées et c'est vrai pour les autres producteurs. Et c'est vrai évidemment pour les activités autres également. Alors, donc vous avez vu qu'on a commencé par la trésorerie et qu'on continue par le compte de résultat, parce que l'ensemble des enjeux, en fait, ça va être des enjeux essentiellement de trésorerie sur cette activité-là. Ça n'empêche évidemment qu'on a aussi une mesure des impacts sur le compte de résultat qui sont ensuite reflétés dans le découpage classique exploitation, investissement, financement. C'est réinjecté là-haut pour les items qui correspondent à des activités d'exploitation. Donc voilà, vous avez l'ensemble des producteurs remplis qui sont agrégés en bas, et puis pareil, les éléments de diagnostic et les graphes de la même manière. Avec évidemment également à remplir en bout d'onglet la question des dettes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que, comme je vous le disais, on peut avoir des dettes qui sont réparties entre différentes activités, évidemment des flux de financement actionnaires qui sont répartis entre différentes activités, et des éléments du compte de résultat également. Tout ça, ce qui est important, c'est de s'assurer évidemment que les totaux sont cohérents avec les états financiers du producteur tels qu'ils existent. Voilà, donc, et puis la dernière catégorie, c'est activité autre. Donc on a une structure qui est très similaire à celle des plans d'affaires des centrales révisées et des plans d'affaires des centrales autres, à ceci près qu'on a le même genre de petit tableau en haut qui permet d'identifier les activités autres, sous-entendu autres que celles qui ont été listées dans les onglets précédents évidemment. Là on peut les catégoriser un petit peu par nature d'activité. Et puis, une fois qu'on a fait cette liste-là, la liste apparaît ici et permet de remplir les produits d'exploitation par type d'activité, ce qui semble un peu plus simple que de les remplir par typologie de produit. Et ensuite, le découpage est assez classique, de la même manière il est très similaire à ce qui a été fait pour les centrales révisées. Une petite précision, on peut avoir ici donc des activités à la fois qui n'ont rien à voir avec la production photovoltaïque, dans certains cas, et puis des activités qui sont directement liées aux activités photovoltaïques, mais sans être ni directement de la production, ni directement de la détention de producteurs. Ça peut être par exemple des activités OEM qui seraient réalisées par une même entreprise qui serait à la fois producteur, titulaire d'un contrat d'achat, et prestataire d'OEM pour d'autres. Alors évidemment, comme vous l'avez vu, c'est la modélisation à ce niveau-là, au niveau de ces onglets prédéfinis du modèle, se fait pour la société titulaire du contrat d'achat, par la personne physique ou morale titulaire du contrat d'achat, même si on va être très précis, ce qui veut dire que le nombre de cas où elle va faire en même temps d'autres activités sera limité, mais c'est possible de le modéliser si vous êtes dans ce cas-là. Évidemment, si on est dans un périmètre où différentes sociétés d'un même groupe
réalise différentes activités, ben, le sujet ne se posera pas ici. Il s'agira de le modéliser de manière beaucoup plus ad hoc, ou groupe par groupe en complément. Donc les prochaines étapes par rapport à la prise en main du modèle de plan d'affaires sont ben, le fait que vous pouvez, dès que vous avez validé votre identité, télécharger le modèle et sa notice d'une douzaine de pages sur la plateforme. La notice devrait vous donner pas mal d'informations aussi un peu plus approfondies que ce que j'ai pu faire là dans un tutoriel sur le remplissage. Donc on vous invite à vraiment vous saisir de cet outil et à exploiter la notice et le présent tutoriel pour commencer le remplissage. La Creux organisera également à la mi-janvier un webinaire qui vous permettra de poser toutes vos questions pour approfondir votre remplissage du modèle. Le webinaire aura essentiellement le même format que ce qui avait été fait donc, pour la découverte de la plateforme, à savoir un chat qui sera ouvert et donc des questions qui seront adressées à l'oral et via des démonstrations en direct par l'équipe de la Creux. Donc, suite à ça, les équipes de la Creux seront disponibles pour vous assister dans le remplissage du modèle à partir de la mi-janvier essentiellement. Vous pouvez aussi nous solliciter par email avant cette date. Sachez que pour chaque dossier d'un producteur ayant activé la clause de sauvegarde, il y aura un agent Creux désigné qui pourra donc vous appuyer et vous aider pour remplir le modèle de plan d'affaires, et puis évidemment aussi sur les autres pièces à fournir, ainsi que entamer avec vous les discussions de fond sur notamment les mesures de redressement. Dans ce cadre-là, voilà, dès que vous aurez rempli la version 1 et la version 2 du modèle, n'hésitez pas à démarrer aussi sur la version 3, qui permettra d'avancer sur la discussion et de voir un peu, de commencer à entrevoir un ou des solutions d'atterrissage possibles. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt.